Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours. Alors la dernière fois, la semaine dernière, je vous avais donné un devoir à faire et j'ai décidé de ne pas vous demander de me le rendre, mais simplement que j'allais faire une correction sur cette vidéo, en introduction à cette vidéo, pour que ça aille plus vite, parce que je sais que certains d'entre vous ont des problèmes d'informatique, parce que je sais que certains d'entre vous ont des problèmes de connexion, parce que c'est compliqué, etc. Puis même pour moi, ça devient compliqué de recevoir beaucoup d'emails, de les imprimer, de faire des corrections. Donc voilà. Pour faire plus simple, je vous fais confiance, j'espère que vous avez fait les exercices. Vraiment, faites-moi confiance, si vous ne les avez pas fait, faites-les vous-même avant de faire la correction. Ça sera beaucoup mieux. Sinon, ça ne sert à rien. Alors on va commencer tout de suite par corriger l'exercice. Il s'agissait de l'exercice 1 de la page 116 de votre manuel. Et c'était une frise chronologique à faire. Alors déjà, la première étape, c'était d'associer chaque événement à sa date. Vous aviez 3 dates à associer avec 3 événements. La première des dates, c'était 212 avant Jésus-Christ. La deuxième, c'était 98 à 117 après Jésus-Christ. Et la troisième, c'était 27 avant Jésus-Christ. Et vous aviez 3 événements. Avènement d'Auguste, citoyenneté romaine accordée à tous les hommes libres et règne de Trajan. Alors déjà, la première des choses que vous pouviez faire, c'était trouver les dates qui correspondaient au règne de Trajan, puisqu'on l'avait fait dans cette leçon. Donc le règne de Trajan allait de 98 à 117 après Jésus-Christ. Donc déjà, ça c'était la première des choses que vous pouviez faire, c'était relier cet événement à ces dates. Ensuite, il y avait un autre événement dont vous connaissiez la date, c'était l'avènement d'Auguste, qui a lieu en 27 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le début de l'Empire. Et le troisième événement, donc vous ne le connaissiez pas forcément, mais vous aviez les deux autres événements. Donc, par défaut, c'était le dernier. Donc la dernière date qui restait correspondait au dernier événement. Et la citoyenneté romaine accordée à tous les hommes libres correspond à la date de 212 après Jésus-Christ. Ça, c'est une chose qu'on verra un petit peu plus en détail dans cette leçon-là que nous allons faire durant cette séance et probablement celle d'après. Donc en 212 après Jésus-Christ, un édit impérial va accorder le droit de citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, et vous verrez, c'est ce qu'on appelle l'édit de Caracalla, du nom de l'empereur qui a promulgué cet édit. Alors, deuxième étape, il fallait recopier la frise et la compléter avec ses bonnes dates et les bons événements. Alors, je vous rappelle la technique. Il faut choisir une échelle et il faut la respecter tout le long de la frise. Ça veut dire que si on décide de faire 1 cm égale 100 ans, eh bien durant toute la frise, 1 cm sera égal à 100 ans. Si on décide que 2 cm sont égaux à 100 ans, alors il faut qu'on s'y tienne tout le long. Là, votre frise, elle doit aller de 200 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ. Ça fait donc un total de 700 ans. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre 2 cm égale 100 ans. Donc 1 cm égale 50 ans. Ça fait donc que votre frise fera 14 cm. Si après vous avez décidé de prendre une autre échelle, par exemple, je ne sais pas moi, 4 cm égale 100 ans, ça veut donc dire que votre frise doit faire 28 cm. Ça rentrerait à peu près sur toute la hauteur d'une page A4. Ça pourrait être un exemple. Ça voudrait dire qu'un centimètre serait égal à 25 ans. C'est tout à fait possible. Moi, je vais prendre 1 cm est égal à 50 ans. Donc 2 cm égale 100 ans. À partir de là, pour trouver l'endroit où il faut placer une date, je vous rappelle qu'on fait le produit en croix. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on sait que 1 cm est égal à 50 ans. Donc, par exemple, si je veux placer la date de 27 avant Jésus-Christ, 27 avant Jésus-Christ, c'est tout proche de 1. Je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on met 1? Parce que l'an 0 en histoire n'existe pas. On passe de moins 1 à plus 1. Donc, on est
à 27 ans d'écart avec l'an 1. Puisque je vous rappelle que l'an 0 n'existe pas. Donc on est à 27 ans d'écart avec l'an 1, c'est le plus proche. Après, si vous voulez partir de l'an 100, nous sommes donc à 73 ans d'écart de l'an 100 avant Jésus-Christ. Ça dépend d'où vous partez. J'ai remarqué dans la classe que certains préféraient toujours faire de gauche à droite, comme dans le sens de la lecture. À ce moment-là, vous choisissez l'écart entre l'année qui apparaît sur la gauche, le repère qui apparaît sur la gauche, et l'an que l'on cherche. Je vous rappelle aussi sur votre frise, une fois que vous l'avez tracé, placez les repères comme sur celle qui vous est donnée ici. Placez un repère tous les 100 ans, comme c'est ici le cas. Ça vous aidera à vous repérer plus facilement lorsque vous devrez placer les événements avec les bonnes années. Pour notre calcul, nous disions donc que l'an 27 avant Jésus-Christ est à 27 ans de l'an 1, qui se trouve juste sur la droite, ou à 73 ans de l'an 100 avant Jésus-Christ, ça dépend comment vous préférez compter. Moi, je préfère toujours compter du plus proche, c'est égal. Donc, je vais faire mon calcul. Si 1 cm est égal à 50 ans, alors combien de centimètres font 27 ans? C'est ça la question qu'on se pose. On sait que 50 ans, ça fait 1 cm. Alors combien de centimètres ça fait 27 ans? Comme ça, une fois qu'on a la mesure, on prend notre règle et on va la placer sur l'an 1. Et puis on va regarder le bon nombre de centimètres. On déplace la règle vers la gauche, dans mon cas. Si vous préférez faire depuis l'an 100, vous prenez donc pas 27 ans, mais vous prenez 73 ans. 73 ans, combien de centimètres font 73 ans? Et à ce moment-là, vous allez regarder combien de centimètres font 73 ans. Donc le calcul que vous posez, c'est 1 cm égale 50 ans. Combien de centimètres égale 73 ans? Et vous faites votre produit en croix. Donc vous faites 73 fois 1, c'est-à-dire 73, divisé par 50. Ou alors 27 divisé par 50, ça dépend comment vous préférez calculer. Toujours dans l'éventualité où vous avez pris 1 cm égale 50 ans. Si vous avez pris une autre mesure, il faudra changer les calculs. Donc, si on se concentre depuis l'an 100 avant Jésus-Christ, on veut donc trouver l'an 27 avant Jésus-Christ, c'est à 73 ans de différence avec l'an 100 avant Jésus-Christ. Donc nous faisons 73 divisé par 50 et ça nous donne 1,46 cm. Donc on place notre règle sur le repère 100 avant Jésus-Christ et on va jusqu'à 1,46 et on place un petit trait et on tire un grand trait. Et ça nous donne notre an 27 avant Jésus-Christ et on peut le relier à l'avènement d'Auguste. Ensuite, si on a plutôt fait depuis la droite, donc c'est-à-dire depuis l'an 1, c'est non pas 73 mais 27 divisé par 50 qu'il faut faire et ça donne 0,54 cm. Donc on place notre règle à l'an 1 et on va chercher 0,54 cm mais vers la gauche, vers avant. Donc en fait, on place simplement notre règle à 0,54 cm sur l'an 1, et là où on a le repère 0, on tire le grand trait. Tout ça, ça a l'air compliqué quand je vous le dis à l'oral, mais souvenez-vous, on l'a fait en classe. Il faut simplement essayer de s'en souvenir. Ce sont des choses qu'on a vues en classe. Et vous faites pareil pour chaque événement. Si vous avez le cas de 98 à 117, soit vous coloriez, vous faites un petit figuré de surface, soit vous le notez au centre de votre frise. Moi, ici, je vous conseille soit de l'écrire au centre, soit de l'écrire juste en dessous, dans un petit cartouche, comme on a l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que vous allez devoir, c'est la deuxième partie de l'exercice que vous deviez faire, c'était de colorier en bleu la période correspondant à l'Empire. Donc ça, c'est au centre de la frise qu'il fallait le faire. Et dans ce cas-là, il faut colorier de 27 avant Jésus-Christ
jusqu'à 476 après Jésus-Christ, qui est la date de la chute de l'Empire romain d'Occident. Ça, on y reviendra. Je vous mets le corrigé ici dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais toute cette méthode, c'est une méthode qu'on a déjà vue et déjà étudiée. Et même, je vous avais demandé de faire des choses plus compliquées, donc c'est plutôt simple ici. Bien, maintenant que cette correction est terminée, nous allons tout de suite passer au titre de la leçon 2, que nous allons commencer maintenant, et qui s'appelle « Comment l'Empire romain est-il parvenu à intégrer les peuples conquis et quelles relations entretenait Rome avec les autres mondes anciens ?» Je répète, comment l'Empire romain est-il parvenu à intégrer les peuples conquis et quelles relations entretenait Rome avec les autres mondes anciens? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de tout copier. C'est pas un souci. Et on va commencer tout de suite avec l'Exo 1. Et on va voir donc la conquête de l'Empire, comment elle s'est passée. On avait vu un peu plus en détail comment Trajan a conquis des nouvelles terres. Maintenant, voyons de manière un peu plus générale la conquête de l'Empire en général. Et j'aimerais que vous preniez la carte qui se trouve dans votre polycopier à la suite et que vous preniez également la carte de votre manuel qui se trouve en bas de la page 107. En fait, la carte qui se trouve dans votre polycopier ressemble fortement à la carte de la page 107. C'est-à-dire qu'on vous montre l'Empire romain à son apogée. La seule différence, c'est que la carte de votre polycopier montre de manière un petit peu plus détaillée les différentes étapes de la conquête de l'Empire. La carte de la page 107 vous montre la carte de l'Empire à son apogée, c'est-à-dire à son maximum, quand l'Empire a été le plus grand. La carte de votre polycopier, elle, vous montre, avec des figurés de surface de différentes couleurs, quels territoires ont été conquis les uns après les autres. C'est pas non plus dans les détails. Moi, je vais vous demander de bien regarder cette carte et celle de la page 107. Pendant 10 minutes, vous allez les regarder, vous allez voir les différents figurés de surface, et vous allez vraiment bien différencier les différents stades de la conquête de l'Empire, quitte à vous appuyer également sur la carte de la page 107. Et ensuite, vous allez répondre à cette question: quels sont les territoires conquis après la mort de Jules César? Ils sont mis en évidence dans votre carte du polycopier. Donc regardez bien cette carte et après, vous pouvez très bien écrire au crayon gris si vous voulez avoir une trace écrite. Sinon, vous le faites dans votre tête et après, on fera la correction ensemble. Mais j'aimerais que vous travailliez au moins 10 minutes de votre côté. Bien. Donc, dans votre carte du polycopier, vous voyez bien qu'il y a plusieurs étapes. Vous avez un premier figuré de surface rouge qui met en évidence le territoire romain à la mort de Jules César, c'est-à-dire en 44 avant Jésus-Christ. Vous avez plusieurs zones qui ont été conquises avant sa mort. L'Espagne, depuis bien longtemps d'ailleurs, qu'on appelle la province d'Hispanie. Vous avez même une partie tout à gauche qui correspond au Portugal actuel qu'on appelle la Lusitanie. La Gaule qui a été conquise directement par Jules César. Vous avez la Corse, la Sardaigne, la Numidie. Avec le roi numide qui s'appelait Jugurtha, ça c'était aussi bien avant Jules César. C'est aussi la ville de Carthage qui avait été conquise par les Romains bien avant Jules César. Vous avez tout simplement aussi toute la péninsule italienne. Alors le mot péninsule, je vous le dis, ça vient du latin peninsula. Ça veut dire presque île. C'est-à-dire pas tout à fait une île. C'est le cas de la botte de l'Italie, on appelle ça une péninsule. Et vous voyez, tout ça, ça a été conquis par les Romains assez rapidement.
même si ça a mis un certain temps à l'échelle de l'histoire, mais assez rapidement, la péninsule italienne a été conquise par les Romains. Vous avez la Grèce également, une partie de l'Asie mineure et une partie de la Syrie, Chypre, la Crète et une petite partie de la Cyrénaïque. Ça, c'est tout ce qui a été conquis avant Jules César. La question, c'est quels sont les territoires qui ont été conquis après sa mort. Donc il va falloir regarder les figurés de surface vert et jaune. Alors, déjà, ce qui a été conquis après la mort de Jules César, c'est la Dacie. Elle est bien mise en évidence, elle est en jaune. Ça a été conquis par Trajan, puisque le figuré de surface jaune met en évidence les conquêtes de Trajan entre 98 et 117 après Jésus-Christ. Une grande partie de l'Europe du Nord en général a été conquise après Jules César. C'est toute la partie qu'on a en vert, au nord de l'Europe. C'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple la Germanie. Ce qu'il y a entre la Gaule et l'Italie aussi. Et puis tout ce qui est au nord de la Grèce, etc. Entre la Dacie et la Grèce. On a la Bretagne. La Bretagne, c'est pas la Bretagne comme nous en France. À l'époque, la Bretagne, c'est la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle, l'Écosse, etc. Alors justement, les Romains n'iront pas plus loin que à peu près les limites de l'Écosse actuelle, qui s'appelle, c'est un mur que tracera le descendant de Trajan, qui s'appelle Adrien, et qui tracera le mur d'Adrien. Mais déjà, avant Trajan, on a conquis une partie de la Bretagne. Et Trajan avait fait tracer un mur, qui s'appelle le mur de Trajan. Ensuite, vous avez également l'Égypte, qui a été conquise par Auguste, après la mort de César, et surtout après la mort de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Et en plus, la province d'Égypte, elle est très particulière pour les Romains. Elle n'appartient pas à l'Empire directement, mais elle appartient directement à l'empereur. C'est lui qui la dirige, c'est-à-dire que les sénateurs n'ont rien à dire. Le peuple n'a rien à dire, c'est l'empereur qui dit tout ce qu'il faut faire sur l'Égypte. C'est pas pour rien, c'est parce que l'Égypte, c'est une des provinces les plus riches de l'Empire. Parce que c'est là où pousse le blé. On l'appelait le grenier à blé de l'Empire. Donc comme c'est là où poussait le blé, ça permet de nourrir tout l'Empire. Ça veut dire que c'est une province qui rapporte beaucoup d'argent. On a une partie de l'Asie mineure également qui est conquise après la mort de Jules César, tout le centre de l'Asie mineure. La Mésopotamie qui est conquise par Trajan. Et vous vous souvenez, je vous avais dit, peu de temps après la mort de Trajan, les Romains vont l'abandonner parce que les Perses vont vouloir la récupérer. On a la Maurétanie également, là d'où viennent les Maures de l'Afrique du Nord. Et on a également une grande partie de la Cyrénaïque, qui correspond à la Libye actuelle, et une partie du Proche-Orient. La province de Judée-Palestine de l'époque, par exemple. Donc vous voyez, il y a beaucoup de territoires qui ont été conquis après la mort de Jules César. On peut donc compléter l'apport magistral. Après avoir imposé sa domination à l'Italie, Rome a poursuivi ses conquêtes, jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'après le IIe siècle, il n'y a plus eu de conquêtes, mais on va dire que l'expansion de l'Empire romain va atteindre le maximum au IIe siècle après Jésus-Christ, et après, ils vont perdre des territoires plutôt. Ils vont parfois en regagner, soit les mêmes, soit d'autres petits bouts,
mais on va dire qu'à partir de là, l'Empire va plutôt avoir tendance à rétrécir. Ou en tout cas à se stabiliser. L'Empire possède donc au IIe siècle un territoire immense, tout autour de la Méditerranée. C'est grâce à une armée disciplinée, bien équipée, et surtout, cette armée est capable d'intégrer les peuples soumis à qui Rome a imposé sa domination. Grâce aux conquêtes, Rome s'enrichit et la ville ne cesse de s'embellir. Les empereurs font alors construire des monuments gigantesques et offrent des spectacles grandioses qui montrent la supériorité de la cité. Petite précision là-dessus, on va le voir un petit peu plus en détail, mais vous vous souvenez, on a parlé déjà un petit peu du processus de la romanisation, c'est-à-dire du fait que les peuples qui seront conquis vont se convertir, entre guillemets, à la culture romaine. Cette conversion, elle peut se faire à titre individuel ou elle peut se faire pour toute la cité. Je m'explique. Quand le territoire est conquis, en général, Rome va donner la citoyenneté romaine à quelques membres de l'élite, c'est-à-dire les meilleurs de la cité qui a été conquise, ou du pays qui a été conquis. Comme ça, les élites vont pouvoir participer à la vie politique, ils vont pas avoir l'impression d'être mis de côté, et ils vont pas tenter de soulever le peuple, de le faire se rebeller, de le faire entrer en révolution contre l'Empire romain. Déjà, ça c'est une bonne chose. Et puis, cette ville, au début, elle va avoir le statut qu'on appelle de cité pérégrine, c'est-à-dire étrangère. Vous vous souvenez, quand on avait parlé des Grecs, on avait dit qu'il y avait une partie de la population qu'on appelait les métèques. Les métèques, c'était les étrangers. Eh bien, les étrangers pour les Romains, ils ne s'appellent pas les métèques, mais ils s'appellent les pérégrins. Donc une cité pérégrine, ça veut dire une cité étrangère, c'est-à-dire une cité qui a été conquise par Rome, mais qui n'est pas encore véritablement romaine. Et elle, cette cité, quand elle est conquise par Rome, elle doit notamment payer des impôts. Ça paraît bizarre, mais quand on est conquis au début, on doit payer très cher. Parce que comme ça permet de rembourser les frais pour la guerre, etc. etc. Donc, au début, elle va payer beaucoup d'impôts, elle n'aura pas de droit particulier à faire de la politique, à se mêler de l'Empire romain, etc. Elle n'aura pas de droit comme les citoyens romains. Et donc, s'ils veulent devenir romains, ils doivent se convertir à la culture romaine. Comment ça se passe? Par exemple, en adoptant la langue des Romains, c'est-à-dire le latin. C'est pour ça que petit à petit, toutes les provinces romaines vont adopter le latin. Et c'est pour ça que nous, qui vivons en France actuelle, c'est-à-dire en Gaule de l'époque, on a une langue qui s'appelle le français et qui est une langue qui a pour racine le latin. Parce que les Gaulois ont adopté petit à petit le latin pour se romaniser. Une autre chose à faire, c'est d'adopter l'architecture romaine, en fabriquant par exemple, en faisant construire un forum, comme à Rome. C'est aussi en adoptant les coutumes, les dieux, la manière de s'habiller, et même les monuments, avoir un théâtre. C'est pour ça que je vous avais donné la dernière fois les exemples du théâtre d'Orange, l'amphithéâtre d'Arles. On a même retrouvé un amphithéâtre à Aix, en Provence. Ce qui prouve que donc dans la région, il y avait une forte influence romaine, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient vraiment se convertir à la culture romaine. Et ça montre que le peuple veut se romaniser. Et après, petit à petit, il pourra peut-être obtenir le statut
de cité romaine, mais sans forcément avoir de fait la citoyenneté. Ils seront toujours plus ou moins considérés comme étrangers. C'est-à-dire qu'il faut en gros être né en Italie pour avoir le droit d'avoir la citoyenneté romaine. Trajan, par exemple, c'est un des premiers empereurs qui sera né ni à Rome, ni même en Italie. Il est né en Espagne, Trajan. C'est le premier empereur considéré comme étranger. Mais ça passe, parce que l'Espagne est intégrée à l'Empire romain depuis très longtemps. Donc ils sont quasiment romains en fait. D'ailleurs, si un jour vous allez en Espagne, vous pouvez aller dans certaines régions, vous trouverez des ruines romaines qui sont extrêmement, extrêmement anciennes. C'est parmi les plus anciennes ruines romaines, à part l'Italie, mais ce sont les plus anciennes ruines romaines qu'on peut trouver. Notamment dans la région d'Extrémadure. Mais bon, si on revient à notre sujet, donc soit la cité entière peut devenir romaine, mais nous, si moi je suis un pauvre paysan, ou si je ne suis pas quelqu'un d'important, je vais difficilement obtenir la citoyenneté romaine. Alors comment est-ce que je peux faire ? Eh bien, le meilleur moyen, c'est d'entrer dans l'armée. Devenir légionnaire. La légion, c'est un groupe de 5000 combattants, 5000 soldats. Donc si moi je rentre dans la légion romaine, au bout de 7 ans environ, si je suis toujours vivant après 7 ans, eh bien je pourrais demander la citoyenneté romaine. Et là, je vais normalement l'obtenir, à titre personnel, même si ma cité ne l'a pas forcément. Mais c'est pour ça que l'armée, c'est très important pour les Romains. Et c'est pour ça que l'armée, comme on l'a noté dans l'apport magistral, est capable d'intégrer les peuples romains, ou plutôt les peuples que Rome a soumis. Donc l'armée est très 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 importante. Et c'est pour ça que l'armée romaine est très puissante également. Parce que quand on se bat sans véritable raison, bah on se bat pas très bien. Quand on se bat pour l'argent, on se bat mieux, mais on se bat pas trop bien. Si on a un intérêt personnel à le faire, comme le fait de devenir romain, d'obtenir la citoyenneté, là, on va bien se battre. Donc, ça, c'est une des choses que je voulais dire. Une autre chose que je voulais dire, c'est que grâce aux conquêtes, donc Rome, elle s'enrichit, elle s'embellit, elle fait construire des monuments, etc. Vous connaissez tous un exemple de monuments qui ont été construits après une conquête pour montrer la puissance de Rome. C'est peut-être un des monuments les plus emblématiques de la ville de Rome, et c'est le Colisée. Le Colisée est construit à Rome après la conquête de la Judée par l'empereur Vespasien, qui a largement entamé la conquête de la Judée. C'est son fils Titus qui la terminera, mais c'est lui qui a très largement commencé. Et Titus mettra à sac Jérusalem et fera détruire le temple. Même chose, c'est Vespasien qui fera commencer la construction du Colisée, et c'est Titus qui la terminera. Il a eu plutôt de la chance, Titus, on va dire. Parce qu'en plus, il a régné que même pas 2 ans. Donc pendant 2 ans, il a eu plein de choses bien pour les Romains qui se sont passées. Donc le Colisée est construit grâce à toutes les choses qui ont été volées dans la région de Judée. La région de Judée, ça correspond à la région de la Palestine et de l'Israël actuel, la Cisjordanie et la Jordanie. Et donc, grâce à ces conquêtes, Rome montre sa supériorité à toutes les autres cités et à tous les autres empires. Et ça nous permet de passer à l'Exode 2. Et cet Exode 2 va traiter de la paix romaine cette fois-ci. D'abord, on a vu les conquêtes. Maintenant, voyons la paix romaine. Et prenons le document 3 de la page 111. Document 3, un territoire prospère, bien intégré à l'Empire. On va le lire ensemble.
Dans son Histoire naturelle, Pline l'Ancien décrit l'organisation économique du monde romain. La péninsule ibérique participe largement à la prospérité de l'Empire. Donc on a dit la péninsule ibérique, c'est l'équivalent de l'Espagne et du Portugal actuel. L'Espagne presque tout entière abonde en mines de plomb, de fer, de cuivre, d'argent et d'or. La Citérieure, c'est-à-dire une des régions de la péninsule ibérique, en outre, produit des pierres translucides. Et la Bétique, donc la Bétique c'est une autre région de la péninsule ibérique, produit du minium, c'est-à-dire un métal servant à fabriquer des pigments de couleur très appréciés des Romains, pour les vêtements, pour la peinture ou pour les mosaïques. Il y a aussi des carrières de marbre. L'empereur Vespasien accorda à l'Espagne entière le droit du latium. Qu'est-ce que c'est le droit du latium? C'est le droit offrant de grands avantages politiques et économiques réservés aux peuples les plus fidèles à Rome. Puisque le latium, c'est le nom de la plaine où se trouve Rome. L'Asturie, la Galice et la Lusitanie, 3 régions de la péninsule ibérique, fournissent par an 20 000 livres d'or. Presque toutes nos provinces fournissent de l'argent, mais le plus beau est celui d'Espagne. Bien, moi, je vais vous demander de faire une chose pour jeudi. Vous allez réfléchir à la question qui est notée au début de l'Exode 2. Pourquoi la péninsule ibérique occupe-t-elle une place particulière dans l'Empire, surtout à partir de Vespasien? Vous pouvez le faire maintenant, il vous reste encore un petit peu de temps pour terminer, mais comme ça j'évite de faire trop long. Et vous réfléchissez à ça. Pourquoi est-ce que la péninsule ibérique occupe-t-elle une place particulière dans l'Empire, surtout à partir de Vespasien? Qu'est-ce qui fait que cette province est particulièrement importante? Réfléchissez-y, vous pouvez répondre au crayon à papier si vous voulez, et on corrigera cette réponse jeudi. Si vous avez une question, je vous rappelle que vous pouvez la poser soit sur post-class, soit en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à lire les questions des autres. Peut-être que ça peut vous aider. Je vous rappelle qu'on tient bon, hein. C'est pas fini. On continue à travailler correctement. J'espère que je peux vous faire confiance de ce côté-là. Vous, de votre côté, votre travail, encore une fois, c'est de suivre l'emploi du temps et de travailler correctement. Et surtout de rester chez vous. Et de vous protéger, vous et votre famille. Si vous faites tout ça, vraiment, c'est le top du top du top. Donc continuez, je vous en prie, à le faire. Moi, de mon côté, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et on se voit très vite. À jeudi.